Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du MH17, l'avion de la compagnie Malaysia Airlines qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine le 17 juillet 2014 avec 298 personnes à son bord. Son procès a commencé en août dernier et doit aboutir à un verdict qui doit être prononcé le 17 novembre prochain. On va donc revenir sur le déroulement des faits, sur les moyens qui ont été utilisés pour abattre l'avion, sur les éléments qui ont permis d'identifier les responsables, notamment en utilisant des milliers et des milliers de témoignages qui étaient disponibles principalement sur Internet et les réseaux sociaux. Puis on analysera cette véritable guerre de l'information qui a été menée notamment par la Russie afin de se disculper et de faire accuser l'Ukraine. Mais revenons d'abord sur l'origine de cette situation. On est en juillet 2014, l'armée ukrainienne progresse dans le Donbass, dans lequel les séparatistes avaient commencé une rébellion, et donc ils avancent de cette manière depuis le mois de mai, et ils commencent à rencontrer une certaine résistance, notamment à partir de la fin juin, et cette résistance, elle sera ultérieurement identifiée comme le déploiement de l'armée russe, sans uniforme évidemment, en soutien des troupes séparatistes qui avaient proclamé leur indépendance quelques mois plus tôt. Mais militairement, cette implication opérationnelle russe, y compris en équipement sur le terrain, elle a une implication importante pour la Russie, pour l'Ukraine également, puisqu'il y avait des avions de l'armée ukrainienne qui sont régulièrement abattus, y compris en haute altitude. C'est par exemple le cas pour un Antonov 26 qui est abattu le 14 juillet 2014, alors qu'il vole à 6500 mètres d'altitude. Donc, à partir de ce seul élément, on a bien la preuve que les rebelles, ou les Russes, selon comment vous voulez les appeler, ont effectivement des systèmes de défense aérienne lourds, et pas seulement des missiles qui sont tirés depuis l'épaule, comme ils tenteront de faire croire par la suite, et ces missiles tirés depuis l'épaule ont une portée qui va être limitée autour de 4000 mètres d'altitude. Donc on arrive au 17 juillet. Donc le Boeing 777 de la Malaysia Airlines décolle d'Amsterdam, il va à Kuala Lumpur, et malheureusement, l'Ukraine n'a pas fermé son espace aérien malgré la présence avérée de ces boucs. Donc on peut survoler des espaces aériens dans lesquels il y a des conflits, on a survolé l'Afghanistan, l'Irak, plein de zones dans lesquelles il se passe des choses, mais on sait qu'il n'y a pas de système de défense sol-air haute altitude et donc il n'y a pas de problème. Là, les Ukrainiens le savent et malheureusement, ils ne ferment pas leur espace aérien. A priori, il y a également une cause opérationnelle, c'est que les Ukrainiens, en tout cas ils sont accusés de faire ça, utilisent le trafic civil pour faire voler leurs avions de chasse derrière et pour passer inaperçus quand ils arrivent sur le théâtre d'opération. C'est une information qui n'a pas été confirmée mais qui est quand même relativement crédible. On a donc le MH17 qui survole l'Ukraine et qui arrive sur le Donbass où il est abattu à la hauteur de la ligne de front, ce qui rendra l'enquête évidemment absolument invraisemblable de complexité, déjà parce que les enquêteurs ne peuvent pas accéder sur le lieu du crash, mais aussi parce qu'on va observer une guerre de l'information entre les différents acteurs, et donc on va voir de quelle manière on a réussi à identifier les personnes qui sont aujourd'hui jugées, puis on verra les scénarios alternatifs qui sont notamment soutenus et diffusés par la Russie. Le premier élément, juste après le crash, c'est qu'il y a une revendication par les séparatistes sur VKontakte de la réussite de la destruction d'un Antonov 26 de l'armée ukrainienne par le chef séparatiste Igor Girkin, qui, sur son compte, décrivait les combats depuis plusieurs semaines et qui partage ce message seulement une demi-heure après le crash, en précisant que c'est dans la région de Torez, et on a même ces photos qui sont prises de loin qui permettent de confirmer qu'on parle bien du MH17. Donc l'information est reprise par des sites russes qui ajoutent même des détails techniques, notamment que le tir a été réalisé par un missile Buk, et il y a des journalistes, notamment des journalistes français, qui sont invités par les séparatistes à venir voir sur place. Mais quand, évidemment, les séparatistes se rendent compte que c'est un avion civil qui a été abattu, les messages sont supprimés sur VKontakte, puis d'ailleurs tout le compte de Igor Girkin est supprimé en disant que voilà, il avait été piraté, c'était pas moi. Voilà. Et les journalistes qui étaient en chemin pour aller sur le lieu du crash font donc demi-tour, on ne les laisse pas accéder à la zone. Donc très rapidement, les services de renseignement ukrainiens vont partager plus de 150 000 enregistrements téléphoniques, interceptions radio qui ont été réalisés entre les séparatistes et les Russes qui sont sur le terrain. Notamment des échanges dans lesquels les chefs séparatistes se rendent compte qu'il s'agit d'un avion civil et discutent également de la route que doit suivre le missile Buk pour s'éloigner de la zone sans être identifié. Donc, faute de vrais enquêteurs sur place, ces informations vont être principalement récoltées par des témoins, à savoir la population, également des journalistes, de la même manière qu'on peut suivre aujourd'hui la guerre en Ukraine avec l'OSINT, je vous renverrai vers mes autres vidéos. La première info, on l'a d'abord d'un tweet, d'une image, du tir d'un missile de défense aérienne. L'image est partagée sur Twitter, donc le 17 juillet à 16h23, c'est-à-dire seulement 8 minutes après la destruction. On voit bien cette plume, ce panache de fumée qui sort du sol, et les métadonnées de l'image ont pu être analysées pour confirmer la date et le lieu,
Dans le même temps, on a un système de défense aérienne Buk qui va être filmé à plusieurs reprises sur une route qui s'éloigne de cette zone, qui va vers l'est, avec plusieurs films et photos, dont la plus connue est celle de la dashcam qui est installée par une équipe de Paris Match qui va couvrir ce conflit, et dans lequel on voit ce Buk qui est sur un camion porteur, avec toute son escorte, dont on peut même lire les plaques d'immatriculation. Et ce sont ces quelques images qui permettront de réaliser une enquête, notamment par les spécialistes de Bellingcat, avec une première question: comment identifier le système Buk qui a tiré, puisqu'on a un numéro de série qui a été maquillé. On sait juste que c'est le 3-2, donc le 312, le 322 ou le 332, qui sont les 3 seuls exemplaires du Buk qui existent avec cette référence. Et là, on a quelque chose de formidable sur Internet, c'est qu'on a des milliers et des milliers de personnes qui vont se mettre à retourner Internet pour trouver les images qui pourraient correspondre à ces systèmes Buk, donc celui qui a été identifié en Ukraine, mais également les 3 autres. Par exemple, ici, vous avez quelques images qui correspondent au 312, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Également maintenant, pour le 322, on en a dans tous les angles, on voit vraiment tous les détails, et encore d'autres pour le 332. Donc tout ça, c'est récolté sur les sites de Vkontak, qui est l'équivalent de Facebook, utilisé principalement en Russie. Le but, une fois qu'on a récolté tout ça, c'est maintenant de trouver des signes caractéristiques qui permettent de les différencier, voire de trouver des points communs avec le Buk filmé sur le lieu du tir. Donc on a par exemple le type de jante dans les roues dentées des chenilles. Vous voyez qu'il existe 2 types de roues, soit elles sont complètement plates, soit elles sont avec ces 5 rayons, et quand on les compare avec le 312, le 322 et le 332, on voit que c'est le 332 qui correspond. Ensuite, on voit que le Buk qui a tiré avait subi un choc à l'avant gauche. Encore une fois, on compare et on voit que ça correspond au 332. Même travail avec la façon dont les câbles ont été positionnés, et on répète l'opération plusieurs fois. Là aussi, c'est bien le 332 qui correspond. La même chose pour une tâche qui se trouve à l'arrière gauche du Buk, et d'ailleurs, même les chiffres 3x2 ont un écartement qui n'est pas standard et qui permet de tomber sur le 332. Donc, au total, il y a 9 points caractéristiques qui vont pouvoir être comparés sur les 3 Buk et sur celui qui a tiré, et il y en a encore 7 autres qui vont correspondre entre le Buk séparatiste et le Buk 332. Donc maintenant qu'on sait quel Buk a tiré, il faut pouvoir retracer son parcours. Depuis quand est-ce qu'il se trouve en Ukraine? Et là encore, ce sont les images qui sont récoltées sur Internet qui vont permettre de positionner ce Buk sur une carte. Et vous voyez ici le déplacement de ce système en Russie, fin juin, qui part de Koursk et qui va arriver dans l'oblast de Louhansk le 25 juin. Donc il n'y a aucun doute, il s'agit bien d'un missile Buk d'origine russe, et il y a le même exercice qui est réalisé après le tir, avec les quelques vidéos qui permettent de tracer la trajectoire de ce Buk jusqu'à la frontière est, puisqu'à ce moment-là, il repart en Russie une fois qu'il a réalisé son tir malheureux. Et dans les vidéos de la fuite de ce Buk, on voit bien qu'il manque un des missiles qui doit se trouver sur le dessus du véhicule, et on peut géolocaliser cette image, notamment grâce au panneau publicitaire qui se trouve ici, à Louhansk. Maintenant que la Russie a été identifiée comme coupable, en tout cas d'avoir fourni ce matériel, cet équipement, le Buk, il faut identifier les coupables, et donc il faut analyser toute la chaîne de commandement. D'abord, il y a les servants du Buk, et là c'est facile puisqu'ils se prennent en photo depuis des semaines avant le crash, on les voit même faire des barbecues, on a toutes les identités, on sait d'où ils viennent, à quelle unité ils appartiennent, etc. Et le plus intéressant, par contre, c'est de voir comment est-ce qu'on va réussir à identifier les gradés qui ne sont pas directement attachés à cet équipement. L'identification, elle a été notamment possible par le partage de ces 150 000 conversations téléphoniques. Donc vous voyez ici ces hommes, dont un seul est connu au début de l'enquête, alors qu'on n'a que des surnoms pour les autres. Déjà, on a 2 leaders séparatistes, Igor Bezler et Nikolai Kozitsyn, qui reconnaissent explicitement que ce sont bien leurs voix et leurs discussions. Donc les accusations comme quoi c'était des faux enregistrements, elles sautent, ce sont des vrais enregistrements, et eux, ils le confirment. Pour les autres, c'est l'analyse de la voix qui va pouvoir servir de preuve. Sauf qu'il y a une difficulté, c'est que on peut prouver que la voix est la même si on compare directement 2 pistes audio. Or là, on a bien les enregistrements, mais on n'a pas les sons qui vont avec pour pouvoir simplement les comparer. On ne peut pas envoyer cette information sur Internet pour avoir un retour qui soit efficace. Donc il va falloir faire une pré-enquête et comparer ces voix avec des gens qui pourraient être suspectés d'avoir été sur le terrain. Et ça commence d'abord, par exemple, avec le général Tchakev, que vous voyez ici. Donc là, on est sur la page de Bellingcat, dans laquelle il présente les détails des analyses des voix, qui sont réalisées par 2 organismes différents, l'Université du Colorado et le Centre lituanien qui est spécialisé dans l'analyse de ces bandes audio. Donc le travail est réalisé pour tous les intervenants et permet, à terme, quand même il faut plus d'1 an et demi de travail,
à obtenir le tableau que vous voyez dans lequel toutes les parties prenantes sont clairement identifiées. Et l'enquête officielle qui va prendre encore plus de temps va arriver exactement aux mêmes conclusions avec encore 2 années de plus. Maintenant, on va reprendre les scénarios qu'on vient de voir, mais également les scénarios alternatifs, et notamment les différents éléments que les Russes ont avancés pour tenter de se dédouaner avec ce qu'on appelle la technique du foisonnement, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier les données pour noyer le public sous une avalanche d'informations, parfois contradictoires, mais au final, ça finit par instiller un doute. Et d'abord, la première chose, c'est évidemment qu'ils critiquent l'enquête en expliquant que c'est inacceptable qu'ils ne soient pas eux-mêmes intégrés à cette enquête officielle, ce qui en réalité est complètement logique, puisque dans une enquête, vous avez évidemment le pays de départ, le pays d'arrivée, le pays éventuel dans lequel le crash a eu lieu, les pays dans lequel on peut avoir des victimes, ce qui n'est pas le cas de la Russie, et le pays de production de l'avion. Donc par exemple, c'est souvent la France qui est impliquée quand il y a le crash d'un Airbus, et là c'est les États-Unis, quand on est sur le crash d'un Boeing. Donc il est normal que la Russie ne soit pas impliquée dans l'analyse de cet accident. Il est alors proposé de créer une commission d'enquête internationale directement à l'ONU pour que la Russie puisse elle aussi être impliquée, mais la Russie, en toute logique, dépose un veto pour empêcher la tenue de cette enquête internationale, tout en continuant à se plaindre de ne pas être impliquée dans l'enquête néerlandaise, alors qu'elle n'a aucune raison d'y être. D'ailleurs, la Russie est désignée comme étant le seul pays qui n'a pas pleinement collaboré avec cette enquête, notamment en ne fournissant pas les éléments radars dont elle disposait et dont elle revendique qu'ils auraient pu apporter beaucoup d'éléments. En tout cas, sur les causes même de l'accident, il y a une volonté de faire croire que l'origine du crash n'a rien à voir avec eux. Et c'est pour ça qu'ils ont d'abord prétendu que le MH17 avait dévié de sa route pour partir vers le nord, avec cette phrase incroyable: on a pu voir que le Boeing 777 a fait demi-tour et est sorti de son couloir aérien. Cependant, l'équipage de la Malaysia n'a pas réussi dans cette manœuvre. À 17h20, l'avion a changé d'altitude et il a disparu des écrans à 17h23. Pourquoi l'avion est-il sorti de son couloir aérien? Était-ce une erreur de navigation? Et donc avec cette carte que vous voyez, donc dans un premier temps, la Russie a cherché à faire croire que l'avion avait changé de trajectoire, sauf qu'évidemment cet élément il n'est pas du tout corroboré par les données de Flight Radar 24 que vous voyez. On voit que l'avion est resté en plein sur sa ligne aérienne, on sait exactement où elle se trouvait. Les autres centres de contrôle aérien confirment également qu'il n'y avait pas d'écart, et accessoirement, on a eu quand même très rapidement des images de ces débris avec ces impacts qui sont caractéristiques d'impacts qui ont été subis par le fuselage de l'avion. Donc la Russie passe sur un deuxième scénario, c'est que l'appareil aurait été abattu par un Sukhoi 25 de l'armée ukrainienne. D'après eux, le Sukhoi 25 s'est approché jusqu'à une distance de 3 à 5 km avant d'abattre l'avion. Encore une fois, on est dans ces belles salles de contrôle qui donnent l'impression qu'on est face à des gens qui nous disent des choses très sérieuses, en tout cas ça paraît très crédible, et ils fournissent des illustrations radar de la situation, et cette théorie, elle a été largement soutenue par un nombre hallucinant d'éléments qui ont été partagés, souvent très officiellement, et qui ont été ensuite rediffusés par des fermatrolls en produisant des pseudo-analyses trompeuses. Donc on a deux types de communication qu'on peut très clairement identifier. La première, elle vise à décrédibiliser la thèse du bouc qui est soutenue par l'enquête officielle et puis par tous ceux qui constatent ce qui se passe réellement sur le terrain, avec de nombreux arguments. D'abord, ils vont faire réellement exploser une ogive de missile bouc à proximité du cockpit d'un Il-76, et ils vont d'un autre côté faire tirer un Sukhoi 25 sur le fuselage d'un avion au sol. Comme ça, ces images permettent de montrer qu'il y a des impacts qui sont similaires entre les dégâts sur le fuselage du MH17 et ceux qui sont la conséquence d'un tir de Sukhoi 25, ce qui permet de donner cette impression, parce que visuellement, effectivement, on peut avoir l'impression que les débris pourraient se ressembler. Il y a ensuite ces pseudo-analyses pour expliquer que les impacts qui sont sur le fuselage ne devraient pas être ronds étant donné la forme des shrapnels qui sont dans le missile bouc, ce qui peut donner l'impression quand on regarde l'image effectivement que ça devrait être rond, sauf que dans la réalité les shrapnels quand ils tournent, bien évidemment ça finit par faire un trou qui est complètement circulaire et donc ça ne tient pas, mais ces informations sont très massivement relayées par un nombre incalculable de comptes. Pour moi c'est la première fois qu'on avait de la désinformation massive avec des fermatrolls qui étaient coordonnés sur Twitter. Ensuite, on a la tête explosive du bouc qui est utilisée pour détruire l'avion, qui est un modèle 9N314M, qui ne serait, officiellement en tout cas d'après les Russes, pas compatible avec les missiles utilisés qui étaient un 9M38. Et ça aurait permis de disculper la Russie et donc d'accuser à 100% l'Ukraine, sauf que l'Institut de recherche de Kiev, qui est spécialisé en expertise judiciaire, organise un essai et démontre que la tête du missile utilisé est bien compatible, et ça, encore une fois, c'est dans le rapport officiel, donc je vous mets une capture d'écran ici.
La Russie, elle cherche aussi à démontrer que les images du bouc qui est sur son porteur sont fausses en utilisant des défauts sur la perspective qui pourraient permettre de croire que la vidéo est truquée, alors qu'en réalité, ça aussi, si vous le montrez à des analystes, ils l'expliquent et ils l'ont montré plusieurs fois, y compris l'enquête officielle, a démonté cet argument en prouvant simplement qu'on pouvait avoir des orientations qui n'étaient pas totalement parallèles, et ça, c'est quelque chose qui est normal. Le deuxième grand objectif, c'est ensuite de soutenir la thèse du Sukhoi 25, et notamment à partir de cette soi-disant image satellite d'un avion qui abat le Boeing. C'est une image qui a été partagée par la première chaîne russe et dont l'authenticité est confirmée par l'union des ingénieurs russes avant d'être largement reprise dans les médias, y compris les médias occidentaux. On voit ce chasseur qui tire, qui se trouve sur la droite à l'arrière, ce petit chasseur qui va abattre un gros avion à longue distance. Sauf que cette image, évidemment, elle aussi, elle était fausse, elle a été démontée au bout de 48 heures, donc pendant 48 heures, on a énormément de cette image qui est partagée, et par contre, on a très peu de personnes qui vont le contredire derrière. Donc le fond de carte vient de Google, le missile vient du côté droit alors que les impacts sur le fuselage viennent du côté gauche, la silhouette de l'avion d'ailleurs c'est pas un Boeing 777, c'est un Boeing 767, les marques de Malaysia Airlines ne sont pas au bon endroit, et on a même retrouvé l'image d'origine qui est utilisée pour faire le montage, donc c'était bidon, mais vous avez vu l'image, c'est ça qui a compté, et il y a des personnes encore aujourd'hui qui croient que ça a été abattu par un Sukhoi 25 à cause de cette image. On a également les réseaux pro-russes très largement partagé le témoignage d'un compte Twitter qui se dit être contrôleur aérien en Ukraine, un espagnol qui s'appelle Spain Buka, qui décrit la trajectoire d'un chasseur ukrainien qui a été abattre le Boeing 777. L'info est reprise même par le vice-ministre de la Défense russe, sauf que ce compte Twitter était évidemment un troll. Déjà, la loi ukrainienne interdit à un non-national d'être contrôleur aérien, donc il ne pouvait pas à la base être contrôleur aérien. En plus, ce compte avait dit quelques semaines auparavant qu'il avait fui l'Ukraine parce qu'il était opprimé par les méchants ukrainiens. Donc on est sur quelque chose qui est démonté très rapidement, mais j'étais par exemple le soir même sur les plateaux télé, on m'a posé la question par rapport à ce contrôle aérien, et moi sur le moment je n'ai pas pu y répondre, en tout cas j'ai pas pu démonter cette information qui était fausse. C'est d'ailleurs la même chose pour les aveux bidons du pilote, soi-disant le pilote qui était aux commandes du Sukhoi 25 coupable aurait témoigné, aurait reconnu son erreur, sauf que l'information, elle vient d'un site allemand, parodique, c'est un petit peu comme Logographie en France, mais cette information qui venait d'un site allemand, elle a été reprise telle qu'elle, copiée-collée, mise sur d'autres sites partout dans le monde, en Russie et ailleurs, ce qui a permis d'accréditer cette information et de faire encore une fois accuser l'Ukraine. Et de la même manière, ils ont inventé des transfuges, ces informations ont été reprises également dans les médias occidentaux. Sauf que, il y a quand même un petit souci dans toute cette histoire, c'est qu'un Sukhoi 25, à la base, il n'est pas capable, il n'est pas en mesure de voler à la même altitude que les avions de ligne, et surtout, il vole moins vite qu'un avion de ligne civil. Donc il ne peut pas le rejoindre, il ne peut pas accélérer, et il ne peut pas l'abattre de cette manière-là. Donc, la Russie cherche à trouver d'autres raisons d'y croire, en prétendant notamment que le Sukhoi 25 ukrainien ont été modernisés pour pouvoir accepter et intégrer des missiles RR KH-13. Le problème, c'est que déjà le KH-13 n'est pas disponible dans l'arsenal ukrainien, que sa portée est inférieure à 2 km, et que la distance prétendue entre le chasseur et le MH17, d'après les propres éléments russes, est supérieure à ces 2 km. Et en plus, comme c'est un missile infrarouge, il n'aurait pas explosé à proximité du cockpit, il aurait visé les moteurs. Donc, ça ne tient pas. Et il passe sur un deuxième missile qui s'appelle le R-60, mais les enquêteurs, à force de voir la Russie raconter n'importe quoi, ils commencent à en avoir marre, et ils vont pas respecter ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont pas attendre la fin de l'enquête pour commencer à diffuser des informations, ils vont directement répondre. Et ils vont dire qu'il y a des morceaux de shrapnel de missiles Buk jusque dans le corps du pilote. Ils vont révéler également certains numéros de série, ils vont montrer des débris, donc à ce moment-là, évidemment, la théorie du Sukhoi 25, elle ne tient plus. Et bien la Russie, elle ne s'embarrasse pas de détails, et elle change totalement de storytelling, et ils affirment qu'ils ont retrouvé, au hasard dans une maintenance d'un radar, et que cette maintenance a permis d'identifier un nouvel enregistrement qui montre que l'avion de chasse ukrainien méchant qu'ils avaient accusé jusque-là, bah finalement, il était passé en dessous, ça n'avait rien à voir, finalement, c'était pas lui qui avait tiré sur le MH17, et que, eh bien, finalement, effectivement, c'est un missile Buk, d'origine donc soviétique, qui est en cause. Et ce qui est drôle, c'est quand on regarde encore aujourd'hui, vous allez sur le compte Twitter de l'ambassade russe en Grande-Bretagne, sur le même jour
il y a deux versions qui sont soutenues. Le 4 juin 2015, on voit qu'il y a à la fois l'histoire du Sukhoi 25 et à la fois le missile Buk qui sont soutenus par la communication officielle russe dans la même journée. Leur objectif est dès lors de démontrer que le tir par un missile Buk ne peut pas avoir été réalisé par les séparatistes, ou évidemment encore moins par la Russie. Le premier argument, c'est soi-disant que les séparatistes n'ont même pas de missile Buk. Or, on l'a vu, l'Ukraine perdait des avions qui volaient à 6500 mètres d'altitude 3 jours avant le MH17, donc évidemment, les Russes, les séparatistes, ont déployé des missiles Buk et ils s'en servent puisque les Ukrainiens perdent des avions. Le deuxième argument, c'est que la version du missile Buk qui a été utilisée pour descendre le MH17 n'est soi-disant plus utilisée par l'armée russe qui les a remplacés par des versions plus modernes. Or, on a des vidéos qui datent de 2015, c'est-à-dire un an après l'accident, dans lesquelles on voit ces systèmes qui sont encore opérationnels dans l'armée russe et qui participent même à des défilés de la victoire, puisque vous voyez ici le 9 mai dans la ville de Tchita. L'image avait fait le buzz, puisque évidemment à l'époque, le Buk qui avait défilé avait pris feu en pleine ville devant les caméras des spectateurs, ce qui n'est pas génial pour passer inaperçu. Mais en mai 2015, quand ces images sont filmées, la Russie soutenait encore la théorie du Sukhoi 25, donc ils n'avaient pas encore caché tous leurs missiles Buk. Le troisième argument, c'est une étude qui est réalisée par Almaz Antey, qui est le producteur du système Buk et des autres systèmes de défense aérienne comme le S-300, et qui va faire une analyse pour positionner l'origine du tir, qui viendrait évidemment obligatoirement d'une zone qui est contrôlée par l'armée ukrainienne au moment du tir. Et ça, c'est corroboré par des images satellites qui montrent la présence des porteurs de Buk incriminés. Sauf que ces images satellites, qui sont officiellement partagées par le ministère de la Défense russe, sont simplement fausses. Ils ont ajouté des systèmes Buk avec Photoshop, cela peut être révélé avec les outils classiques de photoforensique. Vous voyez par exemple ici dans le petit cadre l'ajout des deux véhicules qui ressortent en blanc dans l'analyse, ce qui prouve qu'il y a bien un trucage de l'image, alors qu'à l'inverse, dans le gros cadre que vous voyez ici, les véhicules ne ressortent pas du tout. Par ailleurs, on a pu prouver que les dates des images étaient fausses, notamment par rapport aux détails de l'image, comme cette allée dans les arbres qui n'existait pas encore au moment de la photo satellite, ou cette tache d'huile qui n'apparaît qu'après la date prétendue de prise de l'image. Donc c'est d'un tel amateurisme que ça laisse vraiment perplexe sur le niveau réel et la qualité réelle des services de renseignement russes. En tout cas, ils font toujours, d'ailleurs dans cette guerre encore aujourd'hui, comme s'il n'existait pas de moyens open source de vérifier leurs affirmations, c'est quand même relativement étonnant. Le problème, c'est que les mensonges russes ont occupé beaucoup de place dans les médias, qu'on a plus débattu de ces éléments qui étaient fournis par la Russie que des éléments de l'enquête, puisqu'une enquête, par définition, il n'y a aucun élément qui est révélé avant la fin. Il y a uniquement ce qu'il y avait de l'open source d'un côté, et il y avait le seul État qui communiquait, qui était la Russie. Et je me souviens, à l'époque, j'intervenais déjà dans les plateaux, et j'avais beaucoup de difficultés à expliquer en 1 minute pourquoi tel ou tel argument était faux. C'est vraiment un exercice qui est difficile. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là que les trolls russes ont commencé à m'attaquer, notamment sur Twitter, parce que j'avais pas de chaîne YouTube à l'époque, mais on avait vraiment cette confrontation et cette sensation qu'on avait une montée de la désinformation contre laquelle on n'avait pas d'arguments et pas d'éléments pour pouvoir simplement répondre. Donc, au final, l'enquête officielle, elle est absolument impeccable, elle est exemplaire dans sa rigueur, dans la façon de présenter les éléments, dans sa communication, dans les vidéos que vous pouvez regarder. Tout est vraiment retracé parfaitement, avec des vidéos courtes qui expliquent tout ce qui se passe, le type de missile qui a été tiré, le lieu depuis lequel il a été tiré, avec même les photos qui ont été prises sur place, avec le sol qui a été brûlé par le tir de missile. On a la désintégration de l'avion en vol, on voit le lieu de la chute et des débris, donc on attend le verdict pour cette enquête qui doit survenir la semaine prochaine, et qui va évidemment aboutir aux mêmes conclusions que l'investigation open source qui avait été réalisée à partir des milliers de données qui sont disponibles librement et gratuitement sur Internet, et pour lesquels il faut féliciter les milliers de bénévoles à l'époque qui s'étaient donné la peine de prendre du temps pour faire avancer cette enquête. La conclusion en tout cas, c'est que le procès, il est d'autant plus important pour, évidemment pour les familles des victimes, mais surtout parce que le MH17 représente 10% du total des morts civiles de la guerre du Donbass. Je rappelle qu'il y a 3400 morts entre 2014 et février 2022, c'est-à-dire l'invasion de la Russie, 3400 morts civils dans les deux camps cumulés, et ces 300 morts qu'il y avait à bord du MH17, malheureusement, ils représentent quand même une partie non négligeable, avec tout de même un regret, c'est que la Russie va évidemment refuser d'extrader les ressortissants qui ont été identifiés, qui sont les vrais coupables de ce massacre. Elle ne reconnaît toujours pas avoir été impliquée dans la guerre en Ukraine en 2014
malgré toutes les preuves, malgré tout le matériel qui a été identifié, le matériel russe qui est utilisé par les séparatistes depuis 2014, tout ça, elle ne le reconnaît pas. Et donc ce sera un grand regret éternel, en tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait un changement de gouvernement en Russie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois toute l'équipe, ainsi que tous les trolls qui, je suis sûr, seront très nombreux sur cette vidéo comme d'habitude, et je les remercie aussi puisqu'ils contribuent au bon référencement des vidéos, et puis je serai toujours heureux de vous lire, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis à très bientôt.